La députée de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Merci, Monsieur le Président. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui avec vous, de m'adresser à vous en tant que porte-parole du Bloc québécois en matière de commerce international sur le projet, donc d'accord transitoire Canada-Royaume-Uni, que j'appellerai l'ACRU dans cette présentation pour être plus rapide, j'irai avec le sigle. L'ACRU vise donc à assurer que le Canada et le Royaume-Uni ne perdent pas leur canal commercial. Rappelons donc ce que tout le monde sait, le Canada et l'Union européenne sont liés par une entente de libre-échange, l'accord économique et commercial global, la ECG, et que la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne mettait ainsi fin aux dispositions qui liaient Londres et Ottawa. Je vais décliner mon propos essentiellement en trois parties, Monsieur le Président, aujourd'hui. Je vais traiter tout d'abord du problème flagrant de transparence dans les procédures de négociation. Ensuite, je vais parler de l'accord en soi. Puis, enfin, je vais terminer cette intervention sur la signification profonde du Brexit à l'échelle de l'histoire et du précédent qu'il crée par rapport au Québec. Alors, la transparence tout d'abord. Le comité permanent sur le commerce international a discuté avec des parties prenantes directement impliquées de l'accord transitoire sans avoir vu la moindre trace du texte. On avait là un véritable théâtre de l'absurde, Monsieur le Président. On nous demandait d'étudier un accord sans en connaître le contenu. On recevait des témoins qui nous offraient des commentaires, qui nous offraient des recommandations au sujet de l'entente, mais on n'avait aucune vraie information sur ce qui s'y trouvait. On nous laissait uniquement entendre que l'échéance allait arriver très rapidement, car il fallait l'adopter avant le 31 décembre. Aussi bien dire qu'on nous demandait de signer un chèque en blanc au gouvernement, alors que c'est ce même gouvernement qui a sacrifié la gestion de l'offre à 3 reprises, qui avait abandonné les secteurs fondamentaux du Québec, comme l'aluminium, comme le bois d'œuvre, lors des dernières négociations d'accords de libre-échange. On n'est donc pas porté spontanément à lui accorder une confiance aveugle. Le comité a même dû remettre son rapport sur l'accord transitoire le jour où on a eu le texte de l'accord transitoire, puis avant même de l'avoir reçu. Le Bloc a été très clair sur le fait que nous n'allions pas accepter d'estampiller un accord sans l'avoir lu, sans avoir eu le temps de l'étudier et de l'analyser. Bref, de faire notre travail de parlementaire. Les élus de la Chambre des communes, chargés de défendre les intérêts et valeurs de leurs commettantes et commettants, doivent au final se contenter d'approuver des accords à la fin d'un processus où elles et ils ont été finalement que des figurants. Malgré d'ailleurs les efforts du Bloc qui a déposé plusieurs projets de loi à ce sujet entre 2000 et 2004. L'entente entre le Parti libéral et le NPD en 2020, où la vice-première ministre, s'était engagée à transmettre davantage d'informations aux élus, c'est un pas dans la bonne direction, mais on l'a vu avec l'exemple du récent accord, c'est au final nettement insuffisant. Il faut des mécanismes pour impliquer les parlementaires et les provinces lors des prochaines rondes de pourparlers. Il est primordial que le gouvernement tienne les parlementaires informés à chacune des étapes de la procédure. Une telle exigence va réduire le risque que les parlementaires aient à se prononcer sur des accords en ne disposant pas de tous les renseignements nécessaires pour faire un choix éclairé. Ça va apporter de la transparence au processus de négociation. Le Parlement doit se doter de procédures visant à augmenter le niveau de contrôle démocratique à exercer sur les accords, comme le réclame le Bloc. Le ou la ministre responsable de la ratification d'un accord devrait être obligé de le déposer devant le Parlement avec un mémoire explicatif, dans un délai suffisant, et l'approbation des parlementaires doit précéder toute ratification. Dans le cadre des négociations avec l'Europe menant à la ratification de la ECG, entre le Canada et l'Union européenne en 2017, le Québec a pu envoyer son représentant lors des discussions. Par contre, cette participation-là, elle résultait d'une demande de l'Union européenne. Ce n'était pas la volonté du Canada. Puis le procédé n'a jamais été reproduit depuis. Il faudrait qu'il le soit. Il nous apparaît essentiel que le Québec et les provinces soient également invités à la table des négociations, puisqu'ils ont formellement la capacité de faire obstacle à l'application d'un accord dans leur juridiction propre. Les compétences du Québec vont au-delà de ses frontières, comme le Conseil privé de Londres l'a lui-même reconnu dans une décision rendue il y a plusieurs décennies, ce qui a mené à l'établissement à Québec de la doctrine Gérin-Lajoie. C'est pas parfait, bien entendu,
Parce que lors des négociations de la ECG, le représentant du Québec affirmait que le rôle de la délégation québécoise consistait à offrir, et je cite, c'est son expression, un billet doux à la délégation canadienne et que son action s'apparentait à de la diplomatie de corridor. Autrement dit, ça compte, mais pas à la table en tant que telle où les décisions se prennent. Donc, à terme, bien entendu, il y a juste l'indépendance du Québec qui va nous permettre de réellement faire valoir nos positions à l'échelle internationale, puisqu'un négociateur canadien va toujours avoir tendance à protéger les différents secteurs économiques canadiens au détriment de ceux du Québec. L'accord en lui-même maintenant. Rappelons maintenant une chose. Le commerce international, il a grandement contribué à la modernisation économique du Québec. On a ainsi fait un choix stratégique qui a permis aux PME d'avoir accès à des nouveaux marchés, dont en premier lieu, bien sûr, les États-Unis, ce qui nous a permis de sortir de notre dépendance au seul cadre commercial et économique canadien. Le Bloc québécois, il y adhère. Il soutient clairement l'ouverture et la nécessité de l'ouverture commerciale. On confond cependant pas la politique avec la religion. Si un accord de libre-échange en venait à présenter certains périls pour le Québec, on ne va pas s'empêcher de pointer du doigt ses aspects les plus négatifs et de nous y opposer. On est favorable à la nécessité de jamais traiter l'environnement, la santé publique, l'agriculture, la culture, les Premières Nations, les travailleuses et travailleurs ou les services sociaux comme des marchandises. Rien non plus ne justifie une perte de souveraineté au profit des seules multinationales. Qu'en est-il de la crue? Alors, petite mise en contexte. Le Canada et le Royaume-Uni, ils sont déjà liés par une multitude d'ententes et de traités de toutes sortes, à travers l'Union européenne ou non. Le Royaume-Uni, c'est le partenaire économique européen le plus important du Canada. On peut bien sûr relativiser le portrait, cependant, constater que les exportations de biens et services du Canada vers le Royaume-Uni, les importations de biens et services, les importations britanniques en provenance du Canada, les exportations de biens et services au Canada, les investissements canadiens entrant et sortant du Royaume-Uni, tout ça, au final, a un poids assez limité en termes de pourcentage dans les économies respectives des deux pays, mais c'est néanmoins un partenaire intéressant à voir. L'Ontario, c'est la principale province touchée parce qu'elle exporte de l'or brut. Plus de 80 des exportations ontariennes vers le Royaume-Uni proviennent de ce secteur. Le Royaume-Uni importe surtout des voitures et des produits pharmaceutiques ontariens, mais au final, leur importance dans l'économie britannique est assez limitée. Quant au commerce entre le Québec et le Royaume-Uni, notons que l'import-export de marchandises avec le Royaume-Uni est en déclin depuis 20 ans. La part des exportations totales du Québec vers le Royaume-Uni représente que 1 % du total, même si c'est notre second partenaire. Les importations québécoises totales venant du Royaume-Uni représentent 3,5 % des importations québécoises. Et pour clore le portrait aussi, notons que le Québec est en situation de déficit commercial avec le Royaume-Uni. Le secteur de l'aérospatial, important s'il en est un, est le principal secteur d'échange. L'import-export dans le domaine est demeuré stable. Le secteur aéronautique est à la fois client et fournisseur du Royaume-Uni. Le maintien d'un canal commercial est donc souhaitable pour une industrie stratégique qui est en difficulté. De nombreux partenariats d'ailleurs de recherche existent et l'industrie accueille favorablement le principe d'une entente. Bien sûr, il faudrait qu'il y ait une vraie politique digne de ce nom et on continue à se battre pour ça dans ce Parlement. Mais l'intérêt de notre secteur aéronautique est en soi une bonne raison pour nous d'appuyer cet accord-ci à ce stade-ci. Notre secteur des services financiers et personnels et nos firmes d'ingénierie pourraient également y trouver leur compte, alors que les investissements en infrastructure risquent d'aller en hausse fulgurante dans le Royaume-Uni post-Brexit. D'autres raisons aussi font en sorte que nous accueillons favorablement cette entente. Le mécanisme de règlement des différends investisseurs-États ne s'appliquera pas immédiatement. Ce mécanisme-là, ça permet à des multinationales étrangères de poursuivre un État où elle investit devant un tribunal d'arbitrage parce qu'une politique, une loi mise en place dans le pays hôte porterait atteinte à sa capacité à faire du profit. Toute mesure environnementale ou allant dans le sens d'une plus grande justice sociale ou d'une meilleure défense des travailleuses et travailleurs pourrait être ciblée
Il s'agit d'un renversement de la démocratie par les multinationales, qui sont désormais érigées en puissance souveraine. On est contre ça, nous. Dans la crue, l'entrée en vigueur du mécanisme de règlement des différends investisseurs-États se ferait pas avant au moins 3 ans après l'adoption de l'accord, à condition que le mécanisme soit en vigueur dans la ECG. Aussi bien dire que ça n'arrivera pas. Dans la mesure où le Canada et le Royaume-Uni doivent débuter dans l'année courante les négociations en vue d'en arriver à un accord permanent, on peut dire qu'il n'entrera probablement pas en vigueur. Encore faut-il cependant qu'il ne fasse pas partie de ce que le Canada défendra lors des négociations de l'accord permanent. Le Bloc s'y oppose et s'y opposera fermement. J'ai fait adopter d'ailleurs au Comité sur le commerce international une motion pour étudier ce mécanisme, ce que nous devrions faire relativement prochainement. Je souhaite ardemment que nous ne reproduisions jamais ce mécanisme que l'accord Canada-États-Unis-Mexique a évacué l'an dernier. Dans le cas présent, le Canada et le Royaume-Uni, c'est des démocraties occidentales avec des systèmes juridiques qui sont bien développés, là. Il n'y a donc aucune raison pour que les différends entre un investisseur étranger et un pays hôte ne se règlent pas à l'intérieur du système légal existant. Maintenant, il y a la fameuse question de la gestion de l'offre. On est favorable, nous, à la protection pure et simple et bétonnée de la gestion de l'offre. Donc, exclusion préliminaire de l'agriculture de la table des négociations, sauf pour les secteurs qui, eux, y trouveront leur compte et demanderont d'y être inclus spécifiquement. La ECG a été nuisible à notre modèle agricole. Ça a causé des pertes réelles pour nos agricultrices et agriculteurs. On n'aurait pas accepté que des parts accrues de notre marché soient cédées dans la crue. Pardonnez-moi le jeu de mots qui n'était même pas prévu d'avance. Fort heureusement, la crue n'en inclut pas. Aucun accès additionnel n'a été concédé au Royaume-Uni pour le fromage ou d'autres produits sous gestion de l'offre. Cependant, certains témoignages entendus lors des audiences du Comité sur le commerce international nous laissent entendre que les producteurs fromagers britanniques poussent pour davantage d'exportations ici. Il est ainsi probable que le problème soit reporté à l'an prochain, que de nouvelles brèches de notre modèle agricole soient à l'ordre du jour lors des négociations de l'accord permanent et que Londres les placera au centre de ses exigences. Ça tombe bien, le Bloc a déposé un projet de loi interdisant toute future brèche dans la gestion de l'offre et on espère que cette Chambre l'adoptera car il faut bien passer de la parole aux actes. Parlons maintenant du contenu local aussi. On entend parler, depuis cette pandémie, on entend beaucoup parler d'achat local, ses vertus indéniables depuis plusieurs mois. Tant mieux. Il faut pratiquer un sain nationalisme économique qui d'ailleurs fait plus partie de l'ADN du Québec que de celui du Canada. Dans le cadre de la ECG, le Québec a concédé une bonne part d'exigences de contenu canadien dans l'achat de véhicules de transport en commun. Jadis, une entente entre le gouvernement du Québec et la Société des transports de Montréal exigeait 60 % de contenu canadien dans les métros et autobus de la ville. La ECG stipule maintenant plutôt une exigence ne dépassant pas 25 % de contenu local pour le Québec et l'Ontario, uniquement en vertu d'une clause de droits acquis. De plus, le Québec peut aussi exiger que l'assemblage final ait lieu au Canada. Les autres provinces ne sont pas incluses dans cette clause parce qu'elles n'ont pas de législation provinciale en cette matière. Mais ce 25 % de contenu local, là, en vertu d'une clause de droits acquis, c'est un recul, mais le recul aurait pu être beaucoup plus important si le Québec n'avait pas été à la table des discussions sur la ECG. Cette disposition-là, elle est reconduite dans la crue pour l'unique raison que la crue est un copier-coller de la ECG. On peut aisément se douter que ce ne sera pas une priorité du Canada lors des futures rondes concernant l'accord permanent. Ça nous indique encore une fois l'importance fondamentale d'inviter le Québec à la table des négociations. Maintenant, pour finir, au-delà de l'accord, le procédé en lui-même est porteur de leçons par rapport au Québec et de son projet d'indépendance. Les cas du Royaume-Uni et du Québec sont bien entendu fort différents. Chacun est libre de pouvoir encenser ou de condamner le Brexit. Chacun aurait pu voter ce qu'il voudrait en tant que citoyen britannique là-bas. C'est leur choix, c'est le choix des Britanniques. Il demeure que le Brexit représente une première dans l'histoire, parce que c'est le cas d'un État qui quitte une union douanière par laquelle il était parti à une série d'accords commerciaux. Donc, en cela, la situation, elle est comparable au Québec.
le Québec affirmait les adversaires du projet qui ont toujours joué sur les peurs économiques, parce qu'on se disait, ouais, vous allez plus avoir de finances publiques, vous allez être à sec, c'est tellement mieux de mettre notre argent à Ottawa puis de le dépenser sur la monarchie, etc. Mais on nous disait aussi, au niveau du commerce, le Québec ne serait dans un trou noir et ne serait pas automatiquement membre des accords signés par le Canada, se retrouvant ici devant une page blanche quant à ses partenaires commerciaux. Tout serait à refaire. Les partenaires commerciaux du Québec, bien entendu, il n'y aurait pas intérêt à rompre avec lui. Mais quelle garantie existe-t-il? Un certain temps, le constitutionnaliste Daniel Turp, qui a jadis siégé dans cette Chambre, ainsi que dans notre Assemblée nationale à Québec, avait fait valoir qu'en matière de traité, les pays appliqueraient une présomption de continuité, dans le cas où le nouveau pays manifestait son intention de demeurer lié par le traité. Mais sa démonstration concernait juste les traités multilatéraux. L'enjeu demeurait entier par rapport aux traités commerciaux. En matière de traités commerciaux, le seul précédent, il date de 1973, quand le Bangladesh a quitté le Pakistan pour devenir indépendant. Le Pakistan était lié par les accords du GATT et le Bangladesh y a adhéré automatiquement, sans qu'il y ait de période de vide entre les deux. Mais le GATT, c'est un traité multilatéral, dont le libellé n'avait pas besoin d'être renégocié pour permettre l'arrivée d'un nouvel adhérent. L'incertitude, donc, pour un traité bilatéral, elle reste grande. Les Britanniques répondent aujourd'hui à cette interrogation. Donc, résumons. Le Canada détient un accord avec l'Union européenne. Pour éviter que le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne ne crée un vide dans les relations commerciales entre Londres et Ottawa, un accord transitoire est conclu en un laps de temps très court. Donc, le procédé est simple. L'accord Canada-Union européenne est reproduit par rapport au Royaume-Uni pour une période provisoire jusqu'à ce que les partenaires renégocient à court terme une entente permanente. La stabilité est ainsi assurée jusque-là. Le Brexit nous montre donc la voie. Nous, au Québec, lorsqu'une nation commerçante conquiert ou récupère sa souveraineté, un Québec fraîchement indépendant imiterait cette façon de faire, bien sûr, et conclurait rapidement des ententes provisoires, assurant l'accès au marché à nos entreprises en attendant de renégocier les accords permanents avec nos partenaires. Puis d'ailleurs, loin d'être laissé au dépourvu, le Royaume-Uni, il a déjà conclu des traités commerciaux avec 60 des 70 pays avec lesquels l'Union européenne en avait. Donc, on peut se dire qu'il ne se ramasse pas tout nu, là, si vous me passez l'expression. Puis même là, on est parvenu à une entente avec le Japon, avec lequel l'Union européenne n'avait pas d'accord. Donc, les accords transitoires, parce qu'ils sont provisoires, n'exemptent pas, bien sûr, les pays nouvellement indépendants de retourner à la table des négociations plutôt que tard. Mais est-ce qu'il y a un problème fondamental à renégocier ce qu'un autre a négocié pour soi avant nous? C'est ce que le Royaume-Uni va faire cette année avec le Canada. Cela nous éviterait aussi, par exemple, si on le faisait, de marchander les secteurs chers au Québec, comme son agriculture, son aluminium ou son bois d'œuvre. Il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients à arriver à la table des négociations en portant uniquement ses intérêts propres. Les Britanniques et les Canadiens font donc aujourd'hui, bien inconsciemment, sauter un argument fréquemment répété contre l'indépendance du Québec. Donc si, sur ce plan-là, sur le plan de la souveraineté commerciale, le Brexit est un avant-goût du Québexit, ou disons-le en français, du Québéport, pourquoi pas? Je vous remercie, Monsieur le Président. Questions et commentaires. Questions and comments. The Honourable. Le député de Yorkton-Melville. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député de son discours. On a beaucoup de travail à faire comme pays en matière de commerce et je remercie le député de ses inquiétudes, vraiment. Le gouvernement libéral dit qu'il s'agit d'un accord transitoire. Toutefois, il n'y a pas de date limite, il n'y a pas de pénalité si on ne va pas de l'avant avec les négociations ou si on ne finalise pas une nouvelle entente. A-t-il des préoccupations par rapport au fait qu'on appelle ça une entente transitoire? Député de Saint-Hyacinthe-Bagot. Disons que tout ça ajoutait au côté absurde de la chose. D'abord, merci à ma collègue pour sa question. Tout ça ajoutait au côté absurde de la chose. On nous disait donc avant les fêtes, étudier un accord sans avoir le texte.
De toute façon, il ne sera que transitoire, comme une façon d'en réduire l'importance, de dire de toute façon, il ne sera que transitoire. Adoptez-le avant le 31 décembre, ça presse, ça va être l'urgence. Heureusement, ça n'a pas été le cas, on a été ferme là-dessus. Mais en même temps, il n'y a pas d'engagement ferme à retourner à la table des négociations. Donc là-dessus, bien entendu, c'est problématique et je partage les inquiétudes de ma collègue là-dessus. Questions et commentaires? Questions and comments? The honourable member. Le député de Kingston et les Îles. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Contrairement à la députée conservatrice qui a posé une question, moi, je n'apprécie pas trop les commentaires faits par le député, surtout à la fin de son discours, quand il a donné les raisons pour que le Québec devienne un pays. Je sais que c'est l'un des principaux objectifs du Bloc, mais la réalité de la situation, Monsieur le Président, c'est que le Canada est un beau pays grâce à tous les partenaires et parce que le Québec en fait partie. Je ne voudrais jamais qu'on parle même d'opter pour cette option, surtout alors qu'on traverse une pandémie. Cet accord, en fait, même si cet accord nous met toujours dans une position où il semble y avoir d'à discuter, en parler en cette chambre, mais c'est une entente pour tout le Canada. C'est bon pour le Québec, c'est bon pour l'Ontario, la Colombie-Britannique, le pays en entier. Et ce sera une occasion pour nous de sortir de la pandémie et de faire croître notre économie afin que nous puissions nous remettre de la pandémie de façon durable. Bon Dieu, je ne sais pas par où. À mesure où tous les bénéfices de l'accord, je les ai mentionnés. J'ai dit que c'était très intéressant pour le Québec. Donc là-dessus, je vois pas ce que je pourrais répondre. Ensuite, mon Dieu, le Canada est un beau pays, bien, le Québec en est un aussi, puis il va en être un maudit beau aussi. Donc là-dessus, je vous avoue que je ne comprends pas tout à fait l'argumentaire de mon collègue là-dessus. Qui d'ailleurs, je trouve ça toujours drôle quand on a le scoop majeur. Le Bloc est pour l'indépendance du Québec. Mon Dieu, il était temps qu'ils s'en rendent compte après 30 ans d'existence de notre parti. J'invite mon collègue à envisager la carrière de journaliste d'enquête à l'avenir. Questions et commentaires? L'honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai souri à la dernière boutade de mon collègue. Je tiens à remercier pour son discours. Je pense que c'est clair avec cet accord de libre-échange avec le Royaume-Uni que les libéraux n'apprennent pas de leurs erreurs et au contraire, ils les répètent. Je dois avouer qu'au NPD, on a les mêmes préoccupations sur la protection de la gestion de l'offre qu'on a défendu vraiment bec et ongle, notamment avec l'ancienne députée qui le connaît, Brigitte Sans-Souci ou Ruth-Hélène Brosseau. Mais je voudrais l'amener sur deux autres points. Oui, effectivement, on a un mécanisme de règlement différent qui donne la dragée haute aux investisseurs et aux grandes compagnies. C'est vraiment miner notre démocratie, la représentation des citoyens. Mais également, la même erreur qu'on avait avec l'accord de libre-échange avec l'Union européenne sur les brevets sur les médicaments qui vont augmenter le coût des médicaments pour les Québécois puis les Canadiens. Je pense qu'en temps de crise de santé qu'on a en ce moment, en temps de crise sanitaire, c'est vraiment ridicule de faire la même erreur et d'avoir un accord qui va hausser le coût des médicaments pour les personnes qui sont malades chez nous. J'aimerais l'entendre là-dessus. Député de Saint-Hyacinthe-Pégade. Je remercie le député de Rosemont pour sa présentation, pour sa question plutôt. Merci également pour son engagement en faveur de la gestion de l'offre. Maintenant, donc, sur le règlement des différents investisseurs États, évidemment que si c'était un mécanisme mis en place immédiatement, j'aurais été infiniment plus sévère, mais la voie est tellement semée d'embûches pour y arriver que, aussi bien dire qu'il n'adviendra pas dans cette forme d'accord-là quand on regarde les détails, pour les raisons que j'avais émises précédemment, par exemple le fait qu'il faudrait absolument que l'AECG s'entende, que les pays de l'AECG s'entendent sur les termes d'un mécanisme. Déjà, c'est très loin d'être fait. Ça voudrait dire dans 3 ans, donc on peut croire et imaginer que l'accord permanent sera renégocié avant ça. Donc, aussi bien dire que c'est une voie qui est extrêmement semée d'embûches. Maintenant, pour ce qui est des médicaments, ce n'est pas non plus immédiat. Ce n'est pas un établissement immédiat. Ça peut prendre du temps avant ça. Mais on partage, bien entendu, les considérations de notre collègue là-dessus. Puis, il faudra que ça soit clair que si jamais, quand dans quelques années, ça entrera en place, ça entrera en vigueur, il faudra éminemment qu'il y ait un programme de compensation et que Ottawa ait un programme pour dédommager les personnes qui pourraient réellement écoper
de cette hausse des médicaments-là. Donc, sur le fond, on s'entend bien entendu, une hausse des médicaments en contexte de pandémie, ça n'a aucun bon sens. Questions et commentaires? L'honorable député de Trois-Rivières. Monsieur le Président, je voudrais remercier mon collègue pour sa présentation très éclairante sur la crue. Je crois qu'il connaît son domaine à fond. Mais je voudrais l'entendre plus particulièrement sur ce qui va arriver avec les producteurs de lait et le droit que le Royaume-Uni va continuer à nous envoyer ces fromages jusqu'en 2023. Je voudrais qu'il nous parle plus de cette disposition-là concernant les fromages. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La députée de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Merci, Monsieur le Président. Merci à ma collègue de Trois-Rivières. L'actuelle exportation de fromage, c'est des parts déjà cédées dans l'entente avec l'Europe. Il y a eu une entente entre l'Europe et le Royaume-Uni pour dire que on s'entendait sur les parts déjà cédées. Donc, il y a un recul, oui, mais c'est un recul qui est lié à l'entente précédente. Il n'y a pas de nouveau recul avec cet accord-là, et c'est une des raisons pour lesquelles on se permet de l'appuyer à ce stade-ci. S'il y avait eu un recul, ne serait-ce que minimal, on s'y serait opposé, juste pour cette raison-là, parce que le modèle agricole est beaucoup trop important pour qu'on le sacrifie, même partiellement. Donc ça, là-dessus, soyons très, très clairs. Soyons très, très clairs là-dessus. Mais par contre, le problème est un peu pelleté en avant, le problème est un peu reporté à plus tard, au sens où on sait que les exportateurs britanniques veulent pousser plus loin, veulent aller plus fort. Donc, probablement que d'ici 1 an, le problème va se reposer à nouveau, que Londres va en faire un combat lors des prochaines négociations, d'où l'importance d'adopter le projet de loi du Bloc interdisant les brèches dans la gestion de l'offre. Questions et commentaires? La députée d'Avino, le Métis Matin, Matapédia. Merci, Monsieur le Président, et je remercie mon collègue pour son très beau discours. Il a parlé de l'importance des agriculteurs pour le Québec. Je sais que c'est important pour sa région, mais pour la mienne aussi. Au Bas-Saint-Laurent, la contribution de la production laitière, là, c'est quelques 572 fermes, 7 usines, 5 895 emplois et une contribution au PIB de plus de 400 millions de dollars. Alors, à la lumière de ces faits-là, j'aimerais qu'il nous explique pourquoi, dans des négociations commerciales telles que la crue, pourquoi c'est important que le Canada, ou en fait absolument essentiel, que le Canada ne concède pas d'accès supplémentaire au fromage ou à des produits sous gestion de l'offre. Merci. Député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. La gestion de l'offre, c'est un système qui a fait ses preuves. Moi, j'aime mieux qu'on parle de promotion que de défense de la gestion de l'offre. C'est un système qui repose sur un principe très, très simple. Que l'agriculture ne peut pas être traitée comme une marchandise comme les autres. C'est aussi simple que ça. C'est trop important. C'est notre souveraineté alimentaire. C'est ce qu'on a dans nos frigos. C'est ce qu'on a dans nos assiettes. On en a besoin 3 fois par jour, des agriculteurs. C'est aussi simple que ça. Puis la gestion de l'offre vient nous dire, ne traitez pas ça comme une usine parmi d'autres. Ne traitez pas ça selon les lois de l'offre et de la demande comme si c'était un produit parmi d'autres. Et c'est toute l'importance de ce système-là qu'il faut défendre bec et ongles, qu'il faut défendre sans nuance. C'est un système qui a empêché des crises de surproduction. C'est un système qui a empêché des agriculteurs d'être ruinés, même si la situation des agriculteurs est extrêmement précaire. Donc, en tout point, ça doit être un combat fondamental et on va continuer à le mener jusqu'à ce que son avenir soit assuré.